Salut camarades, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. Je vais te présenter en détail comment nos politiciens sont devenus maîtres dans l'art de maîtriser, puis de dompter toutes les crises sociales qui ont eu lieu ces dernières années, qui ont lieu en ce moment avec le mouvement des agriculteurs, et pas que, et qui auront lieu dans le futur. À chaque fois, d'un côté, on a une colère qui est spontanée et qui est juste, et de l'autre côté, on a une réponse qui est soigneusement étudiée et particulièrement vicieuse. Il y a de grandes chances que le mouvement des agriculteurs qu'on connaît aujourd'hui finisse comme tous les autres, c'est-à-dire par des mesurettes qui ne changeront strictement rien à la racine du problème et une colère refoulée. Dans cette vidéo, je ne prétends pas te dire qui a raison, qui a tort, s'il y a quelque chose qui est juste ou injuste, mais je vais plutôt te proposer une analyse qui est froide et réfléchie de la situation. Voici les 6 étapes qu'utilisent presque systématiquement nos politiciens pour mater les mouvements sociaux en France. Avant de commencer, petite précision, alors tu vois de la paille et du foin derrière moi, je ne prétends pas être agriculteur, c'est juste pour nourrir les chèvres qui me permettent d'entretenir mon terrain. La première étape pour mater un mouvement social, c'est tout simplement de ne rien faire. En France, on est les champions en Europe de tout ce qui est taxation, et on a des normes à ne plus finir qui s'ajoutent année après année. Pour te donner un ordre d'idée, les agriculteurs ont 14 normes différentes uniquement pour l'entretien de leurs haies. À quelle période de l'année ils ont le droit de la couper, les espèces qu'il y a à l'intérieur, l'espace en fonction des champs, bref. Ça devient un casse-tête. Et au bout d'un moment, il y a une corporation qui dit stop. Ça peut être les agriculteurs, comme en ce moment. Ça a été les enseignants, il y a eu également les personnels soignants, il y a les taxis qui rejoignent le mouvement au moment où j'enregistre cette vidéo. Les premières revendications, ça passe par les canaux classiques, donc par exemple par les syndicats, ça peut passer aussi par les réseaux sociaux, par des lettres ouvertes, des articles dans les journaux. Donc il y a un début de contestation dans leur corporation et des demandes de changement. Et à ce moment-là, la meilleure chose à faire pour le gouvernement, c'est tout simplement de ne rien faire, en espérant que le mouvement va s'essouffler de lui-même. Ça n'a pas été le cas pour le mouvement des agriculteurs. On est donc passé à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de mettre en place une censure médiatique. C'est quelque chose qui est particulièrement vicieux et particulièrement décourageant pour le mouvement qui vient juste de naître. Généralement, si c'est quelque chose qui est organisé par les syndicats, il va y avoir des manifestations. Si c'est quelque chose qui est plus spontané, il va y avoir des blocages, comme par exemple sur les ronds-points. À ce moment-là, les politiques misent tout sur l'essoufflement du mouvement et le découragement des manifestants. Pour ça, c'est pas très compliqué, ils organisent une grosse censure médiatique. Et c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Les médias, alors quand je parle de médias, on va parler des journaux écrits, mais aussi des chaînes de télé et des radios. Ils ont 3 points communs. Le premier, c'est qu'ils vivent tous des subventions publiques. Pas de subventions, c'est la fin du journal, mais quelques mois après, c'est vraiment leur principale source de revenus, bien avant les abonnements à la publicité. Le deuxième, c'est que tous les journaux, radios, chaînes de télé sont la propriété de milliardaires français, ou multimillionnaires pour les plus pauvres. Donc forcément, il y a une grosse connivence avec le pouvoir. Et troisièmement, il y a une immense porosité entre les journalistes et le pouvoir. On l'a vu il y a quelques jours chez Le Monde où la directrice politique a dû démissionner car c'était la compagne d'un membre du gouvernement Attal. Et ça, je dirais quelque part bravo à Le Monde parce que c'est extrêmement rare que ce genre de choses soit assumé et qu'il y ait une décision derrière. Dans la majorité des cas, on ne dit rien et ça permet de manipuler tranquillement le journal. Les premières semaines du mouvement des agriculteurs, c'était vraiment frappant. On n'en parlait nulle part, sauf sur les réseaux sociaux. Et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'ils ont réussi à communiquer entre eux, à faire grossir le mouvement, mais aussi à communiquer leurs revendications au grand public et à recevoir le soutien du grand public. C'est ce qui leur a permis de survivre à cette deuxième étape. La troisième étape, c'est l'attente d'un dérapage. À ce moment-là, le mouvement a pris tellement d'ampleur qu'il ne peut plus être caché. Le gouvernement autorise donc les journaux à en parler, et c'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à aller à des manifestations, à se déplacer sur des points de blocage, rencontrer des leaders. En fait, ils vont communiquer autour du mouvement, faire semblant qu'ils s'en occupent, faire des belles photos. Avec le mouvement des agriculteurs, ça a été magique. On a vu Gabriel Attal avec son costume sur mesure, ses petits mocassins, dans une ferme, serrer la main des agriculteurs avec des vaches derrière, de la paille. C'était ridicule, c'était tout simplement ridicule. Évidemment, ils n'ont aucune volonté d'apporter du changement, c'est juste pour montrer qu'ils s'en occupent et faire, on va dire, patienter les manifestants en attendant le dérapage. Les dérapages qu'attendent le gouvernement, ça peut être des dégradations de biens privés, des maisons, des voitures, ça peut être des incendies, ça peut être casser des vitrines de commerce, ça peut être des accidents. Ce que veut le gouvernement, c'est qu'il y ait un vrai problème et que ce problème soit vraiment mis en avant par les médias jusqu'à éclipser les revendications des manifestants. Ça va leur permettre de décrédibiliser le mouvement et de leur faire perdre le soutien populaire. Et le soutien populaire, c'est la clé dans ce genre de mouvement.
Pour le gouvernement, c'est vraiment du pain béni. Ça leur permet de dire « Mais regardez, vous pensiez qu'ils étaient gentils, regardez, ils cassent tout, ils s'attaquent à vous, et nous, gouvernement, on est là pour vous protéger de ces dangereux personnages. » Le mouvement des Gilets jaunes a failli tomber là-dedans. Au tout début, quand il y a eu les premières manifestations, les premières dégradations, il y a une partie de l'opinion publique qui s'est assez tôt désolidarisée du mouvement des Gilets jaunes. Malgré ça, ils ont quand même réussi à passer cette étape et à aller à la suivante. Avec le mouvement des agriculteurs, il y a eu clairement des dégradations. Tu as sûrement vu des images passer avec des administrations publiques recouvertes de lisier, des feux de palettes devant, des camions qui sont fait arrêter et des marchandises étrangères qui ont été débarquées, qui ont été soit données au Resto du Cœur, soit détruites sur place. Mais s'il y a eu des dégradations, c'était ciblé. Ils ont protesté contre ce à quoi ils s'opposent. Et en étant ciblés, ça leur a permis de conserver le soutien populaire. La quatrième étape pour le gouvernement, ça va être de corrompre les syndicats ou les leaders. Pour les syndicats, il y a toujours moyen de s'arranger. Il y a une immense collusion entre le pouvoir et les syndicats. Malgré le fait qu'ils disent défendre leur base, le but d'un syndicat, c'est tout simplement être le plus puissant possible. Donc un syndicat a tout intérêt à monter les choses en épingle, faire parler de lui, faire du bruit et se coucher avant que la confrontation ne devienne trop grave. Le principal syndicat des agriculteurs, c'est la FNSEA. Et ce syndicat, il est quand même un petit peu particulier. Il est dirigé par quelqu'un qui est techniquement le représentant de la majorité des agriculteurs en France, mais c'est quelqu'un qui est dirigeant d'une multinationale, qui siège dans une quinzaine d'entreprises, qui a une ferme de 700 hectares, qui vient d'une école de commerce. Voilà, c'est pas l'agriculteur typique. C'est quelqu'un qui a plus d'affinité avec le pouvoir qu'avec ses adhérents. Pour l'instant, la FNSEA tient les choses, continue à protester, donc c'est que manifestement, il n'y a pas encore d'accord qui a été trouvé entre le gouvernement et elle, ou en tout cas, ça n'a pas encore été rendu public. Le gouvernement a donc choisi de passer à la deuxième option, qui est de corrompre les leaders. Et pour ça, c'est encore plus facile que les syndicats. Le gouvernement a choisi la deuxième option. Parmi tous les leaders de la contestation, ils en ont identifié un qu'ils ont fait interviewer par les journaux et ont fait en sorte qu'il soit le porte-voix de tous les agriculteurs. Ça leur a permis de bypasser les syndicats et ils ont également aussi bypassé les agriculteurs qui n'ont jamais voté pour lui. Cette personne, tu en as sûrement entendu parler, c'est Jérôme Bail. Je ne sais pas si je le prononce bien. Ils l'ont soigneusement courtisé, ils l'ont invité à des réunions, se sont déplacés chez lui, ils ont vraiment créé quelque chose autour de lui. Ensuite, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé entre eux. Ils ont pu lui faire des fausses promesses, le flatter, le menacer ou même tout simplement l'acheter. Lui dit qu'il ne s'est jamais rien passé tout ça, mais que le gouvernement, avant ça, lui a proposé de l'acheter en lui proposant un poste. Bref, c'est très flou, c'est très embrouillé. Par contre, la seule chose qui est sûre, c'est la conclusion de ça. Quand Gabriel Attal a fait un discours avec vraiment 2-3 mesurettes qui étaient très loin de régler les racines du problème, Jérôme Bail s'est immédiatement couché, a annoncé qu'il était satisfait et qu'il rentrait chez lui. C'était un moment quand même assez hallucinant et je pense que c'était tout simplement trop gros. Et il n'y a aucun agriculteur qui l'a suivi. Il a été traité de traître immédiatement après sur tous les réseaux sociaux et ça a même renforcé le mouvement et décrédibilisé le gouvernement. Et quant à lui, il est définitivement cramé auprès de la cause paysanne. Face à ça, le gouvernement va devoir passer à la cinquième étape. Cette étape, c'est celle de la répression et du retournement de l'opinion publique. Face au durcissement du mouvement, le gouvernement commence à faire entrer en jeu les forces de l'ordre. On est exactement là-dedans au moment où j'enregistre cette vidéo. Et en faisant rentrer les forces de l'ordre, leur but, c'est pas de protéger des axes routiers. Ça fait un moment que les agriculteurs sont dessus. Évidemment, ça les embête qu'ils aillent à Paris, mais le but, c'est surtout de faire confronter des forces de l'ordre aux agriculteurs. Les agriculteurs, ils ont quand même un capital de sympathie qui est très important dans la population et ils ont des tracteurs. Les CRS ne vont pas donc charger matraque au poing comme d'habitude. Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est tout simplement de provoquer les agriculteurs jusqu'à ce que ce soit les agriculteurs qui attaquent eux-mêmes les forces de l'ordre pour que le gouvernement puisse justifier à nouveau de plus en plus de répression. Et le but là-dedans, c'est d'énerver au maximum les agriculteurs pour les pousser à la faute. Et malheureusement, je pense que ça ne va pas être trop compliqué. Après des années à souffrir, des semaines à manifester pour strictement rien, les agriculteurs vont être faciles à énerver. Et ce que veut le gouvernement, c'est qu'au journal télé, on voit des images d'agriculteurs qui cassent des vitrines, des agriculteurs qui brûlent des voitures, des agriculteurs qui tabassent des policiers. Ce que veut le gouvernement, c'est en fait retourner l'opinion publique. Ils veulent leur faire comprendre que les agriculteurs ne sont pas des personnes gentilles qui expriment une revendication juste, mais que ce sont des personnes violentes qui opposent une violence qui est totalement injustifiée et totalement décorrélée de leurs revendications. C'est vers ça que le gouvernement veut aller. Et c'est à ce moment-là
qu'en France, le mouvement des Gilets jaunes a été stoppé. Quand les premiers Gilets jaunes sont arrivés, tout le monde, la majorité de l'opinion a été derrière eux. Mais quand ils ont commencé à avoir des dégradations de plus en plus violentes, qu'il y a eu de plus en plus de tensions, l'opinion publique s'est progressivement désolidarisée du mouvement, à fur et à mesure qu'il se radicalisait. Et ça a tout simplement fini par tuer le mouvement. Il y a malheureusement de grandes chances que le mouvement des agriculteurs s'arrête à cette 5e étape. Face à la répression policière, à la perte du soutien public, les agriculteurs vont se décourager et les derniers syndicats et les derniers leaders vont finir par accepter quelques mesures du gouvernement. Un petit peu plus sérieuses pour faire bonne mesure, mais ça ne changera jamais les racines du problème. Les agriculteurs vont retourner chez eux en ayant le sentiment de s'être fait avoir et certains avec un œil en moins. Si malgré tout les agriculteurs arrivent à ne pas tomber dans le piège de cette 5e étape, qui est la plus dure de toutes, le gouvernement va devoir passer à la 6e étape. Cette étape, c'est celle du choix. Si après des semaines, voire des mois de mobilisation, la corruption de syndicats et de leaders du mouvement, la répression policière, si malgré tout ça, le mouvement reste soudé, reste fort et conserve le soutien de l'opinion publique, le gouvernement va devoir faire face à 2 choix. Le premier, c'est de céder et d'appliquer des solutions concrètes et durables pour régler le problème à la source. Mais ça veut dire perdre la face. Et ça signe l'arrêt de la vie politique des leaders qui sont en place. Ils seront cramés et ils vont devoir changer de carrière. Et quand on sait les compétences professionnelles de nos dirigeants, il n'y a pas grand-chose derrière. La deuxième possibilité, c'est de continuer à rester sur leur position, de continuer à appliquer une répression de plus en plus forte, mais dans ces cas-là, c'est prendre le risque d'une révolution. Cette 6e étape, la dernière fois qu'on l'a vécue en France, c'est en mai 68, où on est passé à 2 doigts d'une révolution. C'est un mouvement qui a eu des grosses répercussions d'un point de vue politique et d'un point de vue social les années suivantes. On l'atteindra peut-être avec le mouvement des agriculteurs, peut-être pas. C'est l'avenir qui nous le dira. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a une boule de neige qui est en train de grossir en France. Cette boule de neige, c'est une boule de colère. À force de subir des taxes, toujours plus de normes, une liberté privée qui est de plus en plus réduite, ça crée des mouvements sociaux. Et ces mouvements sociaux, ils peuvent s'arrêter à la première étape, à la 2e, 3e, 4e, 5e. Mais à chaque fois, il y a des implications concrètes. Après le mouvement des Gilets jaunes, on a réparé les vitrines, nettoyé les rues et tout le monde est rentré chez soi. Mais on n'est pas revenu à la vie d'avant. Ça a laissé des traces. On atteint un tel niveau de tension en France qu'il y a une très grosse probabilité que cette boule explose. Ça peut être avec le mouvement des agriculteurs dans quelques semaines, mais ça peut très bien être dans quelques mois avec une autre corporation, ou dans un an avec un mouvement généraliste, ou dans un an et demi avec un fait divers isolé qui va faire exploser les choses. L'avenir nous le dira, mais il n'y a qu'une seule chose que je peux te dire en attendant, c'est prépare-toi à une vraie rupture ces prochains mois, ces prochaines années au plus tard. À bientôt camarades.